Voilà, donc de ce que je comprends à la veille de mon départ, c'est que ma mission là-bas sera certainement d'informer les Français restés en métropole et puis les Français expatriés de ce que la France pourrait être si elle redevenait elle-même, c'est-à-dire chrétienne et libérale principalement. Mais je découvrirai peut-être d'autres missions sur place, peut-être celle d'accueillir d'autres Français qui, comme moi, voudraient vivre dans cette France et s'y ressourcer. Parce qu'ici, en métropole, on est vraiment, et surtout à Paris, quand je retourne à Paris depuis ma province, je me rends compte déjà que c'est 150 km, je ne sais pas combien il y a entre Blois et Paris. À Paris, vous avez là une convergence des catastrophes, mais ultime, c'est-à-dire que c'est le cœur du jacobinisme, donc le cœur de la bête. Et là, vous avez des ondes terribles, je pense, au niveau spirituel, et puis à tous les niveaux. C'est là où il y a tous les médias, il y a toute la concentration de marxisme au mètre carré que vous pouvez imaginer. Donc déjà dans ma province, j'étais parti il y a 3 ans parce que je ne pouvais plus respirer à Paris. Mais là, je ne peux plus respirer en province. C'est impossible. Donc pour ceux qui voudraient se ressourcer, peut-être que une de mes missions, ce sera de les accueillir. Et puis sur place, je rencontrerai certainement d'autres personnes qui ont d'autres valeurs que les Français de métropole. Et avec eux, on construira certainement autre chose pour la France de demain. Parce qu'évidemment, je n'oublie pas la France, au contraire. Je dirais qu'en m'en éloignant géographiquement, je m'en rapproche spirituellement. Et mon but, c'est de retrouver cette France que tout le monde a oubliée et de la faire revivre, comme si on pouvait avoir une machine à remonter dans le temps et qu'encore une fois, on pouvait revenir en 1950, en 1830, en 1650, que sais-je. Donc, évidemment, alors attention, parce que la Polynésie, il y a aussi, tout n'est pas parfait, vous avez des gouvernants là-bas, Gaston Floss, etc., c'est pas des gens qui sont blancs comme neige, loin de là. Mais, voilà, je découvrirai un peu tout ça, et je vous ferai découvrir tout ça, au fur et à mesure, à mon rythme. C'est-à-dire que je pense que une des grandes différences de ce que j'ai pu comprendre entre la Polynésie et la métropole, c'est le rythme, la vitesse, pas du tout la même. Ça va de pair avec le matérialisme et avec le consumérisme et avec le marxisme en général. C'est que vous avez besoin toujours d'aller plus vite, plus vite, plus vite, alors que là-bas, on prend son temps. Il y a les paysages, on les apprécie, il y a les animaux qui ont leur temps eux aussi. Voilà, il faut du temps. Paris, c'est pas fait en un jour, donc on prendra notre temps. Et puis, et puis ma femme, évidemment, vous allez vous dire, mais sa femme, elle le suit. Évidemment, elle est partie d'Algérie après avoir connu la décennie noire, donc les massacres dans tous les coins d'Algérie, des massacres, 200 000 morts, donc des choses vraiment sur une nation qui comptait peut-être 20 millions de personnes à l'époque. Donc quelque chose d'horrible, rarement connu dans l'histoire de l'humanité. Elle l'a vécu, elle a vu de ses yeux vus tout un tas d'horreurs dues à l'islam. Et en arrivant ici, puisqu'elle fuyait cela, il y a 10 ans, en arrivant ici, elle a commencé à constater le même phénomène d'islamisation qui mène à ce genre de massacre dans tous les sens, et qu'ont connu quasiment tous les pays musulmans à un moment ou à un autre de leur histoire, à des degrés divers. Et donc, elle est ravie de partir, en fait, puisqu'elle voit très bien où ça nous mène, cette convergence des catastrophes. Et elle est encore plus pessimiste que moi, je pense, sur ce qui va se passer ici. Voilà, on a très clairement des messages du genre carnage général. On a un peu l'impression d'aller sur une sorte d'arche de Noé, là, si je réemploie des métaphores un peu religieuses. Mais la Polynésie française est un peu isolée de tout. Alors c'est vrai que c'est loin de tout aussi, mais l'inconvénient est aussi un avantage, donc c'est également protégé de tout, au milieu du Pacifique, et donc s'il y a un déluge, cette fois, non pas d'eau, mais de sang, eh bien, voilà, au niveau nucléaire, par exemple, Guillaume Faye a écrit un article, je pense, assez visionnaire sur le conflit nucléaire qui nous attend, qui est beaucoup plus probable
que pendant la guerre froide, eh bien, ce conflit nucléaire, évidemment, il ne va pas faire de détails entre les pays déjà, et donc que vous soyez même au fin fond de la province, s'il y a une centrale nucléaire qui pète pour une raison ou une autre, parce qu'un terroriste ou parce que je ne sais pas quoi l'a fait péter. Bon, nous, en Polynésie, on sera loin de tout ça. Il y avait les essais nucléaires à Mururoa, si vous vous rappelez, de Chirac, c'était sous la mer. Et donc, il n'y a pas de risque de retombées nucléaires là-bas. Voilà, enfin, en tout cas, l'Arche de Noé, c'est un peu la métaphore que j'emploie de manière claire, parce que on va reconstruire, je pense, là-bas une France pour demain, et quand les choses se seront tassées, je dirais avec un peu d'ironie, se seront tassées en métropole, peut-être qu'il sera temps pour moi ou mes enfants, sans vouloir me prendre pour Noé évidemment, mais en tout cas les Français qui se seront ressourcés là-bas pourront venir recoloniser le territoire ou participer à la lutte. Alors ça je ne sais pas, parce qu'évidemment cette lutte elle va être de longue haleine, elle va durer je pense des dizaines d'années, j'espère moins, mais évidemment on peut pas dire, mais vu la guerre mondiale qui nous attend avec l'islam et que j'ai prédit dès 2009, et puis la crise économique qui est vraiment particulière à la France et qui fera, à mon avis, tout s'écrouler avant très peu de temps au niveau économique. Combien faudra-t-il de temps pour que le pays se ressource? Nous, on sera là pour l'aider à se ressourcer, même à distance, sans nécessairement revenir. Évidemment, si on a l'occasion et l'envie, on reviendra. Aujourd'hui, c'est plutôt l'envie de partir, hein, ça vous l'avez compris. Mais on reste évidemment attaché à cette terre qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir depuis 36 ans. Et je serais ravi d'y revenir, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et dans les 10-20 prochaines années, je ne vois vraiment pas comment ça serait possible avant que la résistance intérieure, aidée de la résistance extérieure à laquelle je participerai comme je pourrais, aura fait le ménage. Parce que là, il y a un ménage très clair à faire. Et là, je vous renvoie à un livre que je vais sortir en juin prochain, que j'ai terminé il y a déjà plusieurs mois, qui s'appelle Pour une nouvelle nuit du 4 août, et dans lequel j'indique, j'y reviendrai dans plusieurs vidéos parce que c'est vraiment fondamental, tous ces gens qui nous disent, j'en ai interviewé certains, qui nous disent il faut faire telle petite modification, au bout de 10 ans, on verra que... Non, c'est l'urgence maintenant, on va dans le mur pour reprendre le titre du livre d'Agnès Verdier-Molinier, mais j'ai pas du tout les mêmes conclusions qu'elle. C'est-à-dire je ne pense pas qu'on puisse attendre 10 ou 20 ans pour faire des petites mesurettes. Non, il faut faire une nouvelle nuit du 4 août. Donc cette nuit du 4 août, c'était celle qui avait vu les privilèges abolis, pour permettre aux tiers-États d'être considérés à égalité avec les autres, c'est-à-dire la noblesse et le clergé. Aujourd'hui, on est dans une situation similaire. Vous avez des gens qui sont au-dessus des autres en termes de droits, en termes de travailler moins, gagner plus, tiens, c'est marrant, voire ne pas travailler du tout et gagner quand même. Vous voyez à qui je fais référence. Et donc, vous avez une majorité de gens qui travaillent comme des chiens, dont je fais partie, qui travaillent comme des chiens pour gagner des clopinettes, n'avoir droit à rien. Bon, très bien, mais dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas durablement, puisqu'au bout d'un moment, les gens ils disent « Attendez, il faut arrêter de me prendre pour un con ». Et donc, comme on est majoritaire, ces gens-là, au bout d'un moment, ils vireront la minorité qui les opprime. Ça a toujours été comme ça. Alors ça ne se fera pas tranquillement, parce qu'évidemment, la minorité est au pouvoir, elle a tous les leviers de commande, et puis elle a endoctriné quand même la majorité pour qu'elle réagisse un peu comme un mouton et qu'elle accepte tout le mal qui lui est fait, même en redemandant, donc en la rendant dépendante de la télévision, de l'école, de toute cette propagande qui lui est distillée et qu'elle-même reproduit donc dans le reste de la société, créant cette sorte de panopticon géant où chacun est la prison de l'autre, voilà. Et où chacun devient le gardien de prison de l'autre. Déjà au niveau de la pensée, il ne faut pas penser, si vous pensez différemment, il y a un autre gars qui va vous dire tu n'as pas le droit de penser comme ça, sinon tu es un fasciste, un raciste, un nazi.
et puis au niveau de la loi, et puis au niveau des impôts, etc. Voilà. Alors vous me direz, pour mes activités éditoriales et journalistiques, j'ai sauvé récemment la maison d'édition, c'est pas pour la lâcher maintenant. On va évidemment l'exporter là-bas, en tout cas pour son administration, pour sa gestion au quotidien. Et puis les auteurs restent en métropole, donc ils pourront toujours être interviewés. Et puis vous savez, maintenant avec Internet, on peut faire à peu près ce qu'on veut à distance. Moi, ça ne sera pas une grande perte au niveau médiatique, parce que je suis censuré, comme vous le savez. C'est pas pour me victimiser, mais enfin c'est un fait. Et donc j'ai été invité une fois à la télévision française nationale. Voilà. 35 livres, une invitation, mais tout va bien. C'est pas une preuve de la censure, non. C'est une preuve que je me victimise, bien sûr. Ça, j'ai entendu ça 100 fois. Donc, il faut être réaliste. Vous avez des gens qui passent des milliers de fois à la télévision, qui ont, comme par hasard, toujours la même idéologie, qui est opposée à la mienne et à celle de beaucoup d'autres qui ne passent jamais ni dans les médias ni ailleurs, qui sont mis de côté, donc les libéraux conservateurs, hein, puisque je vous rappelle que les deux ennemis principaux du marxisme, c'est la religion catholique, ou la religion chrétienne en général, et le libéralisme. Voilà. Marx avait dit « je détrônerai Dieu et le capitalisme ». Bon. Donc le régime dominant aujourd'hui étant marxiste, évidemment, les libéraux conservateurs, ils sont dans tous les viseurs. A contrario, vous le voyez ces derniers jours, là, c'est vraiment la nausée, on n'en peut plus. Vous ouvrez n'importe quelle émission de radio, de télé, c'est Caroline Forest, Emmanuel Todd, Éric Zemmour, Edoui Plenel, et puis pour se plaindre encore que le Nouvel Obs, Alain Finkielkraut et tous ces gens-là, ça va quoi, c'est trop. C'est impossible que tous ces anciens ou récents trotskistes, maoïstes, ce que vous voulez, Ah oui, Émeric Caron, j'oubliais, enfin, Laurent Ruquier, etc. Tous ces gens-là occupent notre pays, c'est clair et c'est net, c'est une vraie mafia, hein, comme je l'ai déjà dit. Ils sont entre eux, voilà, ils sont tranquillement entre eux en train de discuter. Je voyais Alain Minc aussi qui commence à faire la tournée des plateaux. Puis évidemment, ils font la tournée des plateaux. Là, c'est pas je fais un média et puis c'est fini. Non, c'est Caroline Forest, c'est je fais Ruquier, ensuite je fais C'est à vous, ensuite je fais France Inter, ensuite Emmanuel Todd, ensuite je fais Bourdin, ensuite je fais France Inter, il va certainement bientôt faire Ruquier, etc. Donc en fait, c'est du gavage d'oies, on est vraiment des oies là, c'est avec notre argent en plus, c'est ça le pire, c'est ça qui est vraiment insupportable, c'est que voilà, en restant ici, vous financez, parce que moi je parle au passé maintenant, c'est terminé, vous financez des gens qui vous crachent à la gueule en permanence. Voilà, qui vous disent vous êtes de la merde. Là, je parle pour les patriotes, évidemment, puis les patriotes qui ne sont pas marxistes, parce qu'il y en a encore qui se croient marxistes et patriotes, comme Éric Zemmour. Non, non, vous n'êtes pas patriote. Éric Zemmour, je lui ai fait une vidéo récemment, il gagne entre 40 et 75 000 euros par mois depuis 10 ans, plus de 10 ans, sans compter ses droits d'auteur. Parce qu'évidemment, avec tout ce... C'est ça la mafia médiatique, c'est vous passez tellement dans les médias tout le temps que si vous sortez un livre médiocre, plagié en partie, comme je l'ai démontré, il se vend à 500 000 exemplaires. Voilà. Formidable, c'est magique. Non, c'est pas magique, c'est plus vous gavez quelqu'un, vous savez, c'est comme quand vous vous baladez dans une grande surface, bon, vous arrivez neutre, et puis il y a une musique pourrie qui arrive dans vos oreilles. Vous dites, c'est quoi cette merde? Puis au bout d'un moment, vous avez l'air dans la tête, puis vous sortez du supermarché et ça continue tout seul. Voilà. Donc c'est ça. Vous écoutez Éric Zemmour, Caroline Forest et tous ces gens-là, puis au bout d'un moment, vous devenez marxiste et vous ne savez même pas pourquoi. Vous en avez même peut-être pas conscience vous-même parce que tout le monde autour de vous est marxiste. C'est ça aussi le problème. Je pense que ça va être ça la grande différence qu'on va voir en Polynésie. Je ne veux pas idéaliser, mais je pense que on sera très surpris agréablement dans certains domaines et puis moins agréablement dans d'autres. Mais il me semble que quand on est à 98% chrétien, c'est pas pareil que quand on est à 2% chrétien. C'est quasiment l'inverse. Et en France aujourd'hui, si vous êtes chrétien, vous êtes un salaud. Hein. C'est terminé. On peut vous gazer dans des manifs, on peut vous cracher dessus. Vous êtes un sous-homme, quoi. Et surtout si vous le dites.
Donc ça, c'est pas possible, c'est plus possible. On peut plus avoir ce mépris, j'oserais dire, de classe, mais c'est même pas un mépris de classe, c'est un mépris racial déjà, si vous êtes blanc et que vous n'êtes pas homosexuel, parce que si vous êtes blanc et vous êtes homosexuel, ça va. Là aussi, il y a un mépris de sexe, de sexualité ou de genre, mépris de genre, voilà. Une genrophobie. Il faudrait inventer des noms pour les contrer sur leur propre terrain, mais ça devient tellement du délire. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, et c'est ça, en partie, ma quête, parce que voilà, maintenant j'ai 36 ans, je suis peut-être à la moitié, au tiers de ma vie, j'en sais rien, mais c'est bon, maintenant j'ai fait le tour du système actuel. On a beau me dire, mais non, il n'est pas marxiste, le système, il est ultra-libéral, bon, comme dit Marine Le Pen. Non, c'est n'importe quoi. Et Marine Le Pen, qu'elle arrive au pouvoir ou pas, ça changera absolument rien, ce sera peut-être même pire, parce qu'il y aura encore plus de guerre civile dans le pays. Donc là, les frontistes qui m'écoutent, il faudrait un peu changer de disque. Bon. Et alors pour ceux qui... Ils font toujours rire parce que ils sont constamment, confortablement installés dans leur canapé, là, derrière leur PC, puis ils envoient des commentaires sous pseudonyme. Et puis ils vous insultent, ils vous calomnient, ils vous disent que vous êtes jaloux de je sais pas qui, que ce que vous faites ne sert à rien et que eux ont tout compris, vous n'avez rien compris. Bon. Pour tous ceux-là qui vont évidemment me dire et dire un peu partout sur les réseaux sociaux ailleurs que Jean Robin fuit le pays, je sais pas, qu'est-ce qu'ils pourront dire, c'était pas un bon patriote, ouais, comme on a dit de Gaulle à l'époque. Voilà, certainement il est juif, donc d'origine juive, donc il part, il nous quitte. Bon, on avait fait des caricatures aussi de Gaulle qui faisait copain-copain avec les juifs à Londres, etc. Enfin, on a vu de tout. Et sachez qu'il n'y a pas de synagogue non plus en Polynésie. Hein, donc voilà, c'est clair et c'est net. Ils ne sont pas allés jusque là-bas, les juifs, vous voyez, donc votre complot juif, là. Donc il y a une partie en France où il y a... Alors peut-être on va récupérer tous les antisémites là-bas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui diront à tue-tête, ah voilà la preuve que Jean Robin est un lâche, il quitte le pays au moment où celui-ci coule. Ben non, c'est le contraire. C'est-à-dire, moi j'essaye, je le vois couler en effet, et quel est l'intérêt de rester sur le pont du Titanic quand il coule? Non, il faut sauter sur le canot de sauvetage pour venir ensuite... je sais pas, reconstruire le Titanic, nouvelle version, celui qui coulera pas, si vous voulez. C'est un peu le but. Donc, mais bon, à cela, je veux quand même rappeler un certain nombre de choses que j'ai faites depuis ces 10 dernières années, qui font que je suis relativement incritiquable d'un point de vue patriotique, et sur le fait que j'étais déjà au front depuis 10 ans. Donc là, il y a des gens qui vont être au front maintenant, qui n'avaient aucune intention d'y être, à savoir des gens tout simplement blancs, voilà. Et puis peut-être aussi d'autres couleurs, mais par exemple des ex-musulmans, comme Magid ou Kacha, mon auteur, un de mes auteurs. Alors lui, je lui souhaite bien du courage, parce qu'en effet, quand on se dit déjà ex-musulman publiquement, on prend des risques, comme vous le savez, sur sa vie, hein, c'est pas... Non. Mais en plus, il écrit un livre sur l'islam, pas très tendre avec l'islam. Donc, alors lui, il est vraiment au front là pour le coup. Il y a de plus en plus de gens comme ça qui vont l'être, et ils vont commencer à vivre un peu ce que moi j'ai vécu depuis 10 ans, de manière crescendo, les menaces de mort, les intimidations. Hein, quand vous allez filmer une manif d'Algériens pour les commémorations de je ne sais plus quelle date, de gens qui étaient jetés dans la Seine, et puis qu'au milieu de 300 ou 400, voire plus, personnes algériennes ou d'origine algérienne, vous avez un gars qui se lève et qui hurle « Jean Robin est un sioniste », et que tout le monde se retourne vers moi. Ça, je l'ai vécu, oui. Donc j'ai peu de leçons à recevoir de gens qui n'ont pas vécu ça, et qui n'ont pas risqué leur peau, simplement pour aller faire un reportage, pour essayer de rapporter de l'information aux gens, aux Français qui sont complètement désinformés par les grands médias et par leurs politiques, leurs intellectuels, toute cette chiasse là, excusez-moi de l'expression, enfin c'est un peu ça. Il y en avait quelques-uns qui sortaient du lot, hein, évidemment. Dantec est vraiment l'un d'entre eux, mais ils se comptent sur le bout de... Voilà, Guillaume Fay, Christian Vanesse, c'est une poignée. Et donc, voilà, à tous ces gens qui
prendront du plaisir à me critiquer. Déjà, je suis content de leur permettre d'éprouver du plaisir. Ça sera toujours ça, de prix. Mais je dois leur rappeler que j'ai fait un certain nombre de choses, à commencer par ma série de livres noirs, commencer par le livre noir de la gauche, voilà, qui a permis de remettre un certain nombre de pendules à l'heure. Et je vois circuler des extraits sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir parce qu'on voit que l'information circule. Il s'en est vendu 6500, un peu plus maintenant. On voit que là, il y a toute une réinformation sur la gauche qui n'a pas été faite jusqu'à présent et qui doit être faite parce que il faut partir à la source. La source de tous nos problèmes, c'est ça. Et je termine cette série de 11 ou 12 livres noirs, je ne sais plus, par un livre noir des francs-maçons qui sortira en septembre prochain, qui clôturera donc cette série de livres noirs, dont je suis à titre personnel très fier, et qui prendra d'autant plus de valeur, je pense, avec le temps, comme toutes les bonnes choses, puisque là, je pense, j'ai mis le doigt sur la douzaine de vaches sacrées, vous savez, de notre époque, qui constituent les piliers à la fois de la bien-pensance et puis du terrorisme intellectuel. C'est interdit de toucher à l'Union européenne, à l'islam, à la souffrance animale. Alors ça, on n'en parle jamais, alors qu'on y participe tous. C'est pareil, je suis quasiment devenu végétarien suite à ce livre, en ayant fait ce livre, en ayant commis ce livre, puisque je me suis beaucoup informé pour le faire et j'ai découvert des choses mais qu'on nous cache, mais vraiment horrible, quoi. Et on y participe tous. Hein, il faut bien en avoir conscience. Donc c'est en lisant ce livre ou en découvrant des associations comme L214 que vous découvrirez la réalité de vos assiettes. Je dirais. Et vous ne mangerez certainement plus jamais au McDo, etc. Donc voilà, cette série de livres noirs, la violence familiale, les mots de l'époque vraiment qui ne peuvent plus rester ainsi, qui sont les symptômes vraiment de tous les maux que nous connaissons, et que moi, auxquels j'ai envie de mettre un terme, évidemment, d'une manière ou d'une autre, avec mes moyens de médiatisation, grâce à Internet. Sans Internet, on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Et donc j'espère que je convaincrai un certain nombre d'entre vous. J'en ai déjà convaincu un certain nombre, mais j'espère que j'en convaincrai toujours plus de me rejoindre dans ces combats, parce qu'ils sont vraiment importants.